Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'En voici le sommaire. 3 milliards d'euros pour soutenir le projet d'électrification de l'Afrique à travers les énergies renouvelables. Et une délégation de l'Union européenne a été reçue par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, à cet effet. Ouverture de la cour d'assises de l'Abbé, 12 dossiers criminels seront examinés par les magistrats. Les travaux dureront 2 semaines. Sport foot, le Sili National Junior qualifié pour la CAN des U20 Zambie 2017, ceci après avoir battu la Gambie sur un score de 2-1. Encore une fois, bonsoir. Ce communiqué d'abord avant de poursuivre cette édition. Dans le cadre des consultations périodiques avec le monde paysan, Monsieur le Président de la République, Son Excellence professeur Alpha Condé présidera ce mardi 26 juillet 2016 à partir de 9h la réunion préparatoire de la journée des paysans de la Guinée forestière. Zirekouré, Yomo, Lola, Beila, Marsanta, Gekedou et Kisidougou sont donc conviés à prendre part à cette réunion. Outre les représentants des cabinets des ministères de l'élevage et des productions animales, de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime, de l'agriculture, de la jeunesse, de l'administration du territoire, de la décentralisation, de l'environnement, des eaux et forêts, les responsables ci-dessous cités, le président de la Chambre nationale d'agriculture et 4 de ses représentants chargés de la filière de production, le président de la Chambre régionale d'agriculture de Zirekouré, les présidents et présidentes des fédérations régionales de l'élevage, de la riziculture, du palmier EVA, du café cacao, des pisciculteurs, les directeurs et directrices régionaux de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture, de la Guinée forestière, les représentants régionaux et préfectoraux de Amproca en Guinée forestière, les directeurs préfectoraux de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture, de la Guinée forestière, les présidents des unions préfectorales, café, cacao, palmier, EVA, des riziculteurs, des producteurs de maïs, des maraîchères, des porcicultures, des piscicultures et des aviculteurs. Le président de la coopérative ADECAM Café Ziama, le président de SADER de Kisidougou. Mesdames et messieurs les participants sont priés de se présenter à la réception du palais Sékou-Touré ici à Conakry pour les formalités d'enregistrement à partir de 7h30 mise en place, terminée au plus tard 8h30. Conakry le 25 juillet 2016, le directeur Moussa Sissi. Et puis ce message départ à son Excellence Madame Hélène Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria, Monrovia. Excellence Madame la Présidente, c'est pour moi un réel et un immense plaisir en ce jour de 169e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale de votre pays, de vous adresser les sincères et vives félicitations du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi que les miennes propres. Sous votre clairvoyante direction, la République sœur du Libéria continue d'enregistrer des progrès importants dans les domaines d'activité politique, socio-économique et culturelle. Je tiens en cette heureuse occasion vous renouveler ma sincère volonté d'agir à vos côtés pour la consolidation de la paix et de la stabilité dans notre sous-région. Je voudrais également vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer avec vous au renforcement et à la pérennisation des excellentes relations d'amitié et de fraternité, de coopération existant entre nos deux pays. En vous souhaitant mes vœux de santé et de succès, je vous prie de croire, Excellence, Madame la Présidente et chères sœurs, en l'assurance de ma très haute considération, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Conakry, 25 juillet 2016, direction Palais Sékou-Touré, où le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu ce lundi en audience une délégation de l'Union européenne. Les entretiens ont porté sur l'électrification de l'Afrique à travers les énergies renouvelables. Plus de 3 milliards d'euros ont été dégagés par l'Union européenne pour soutenir ce projet. Voici le compte-rendu signé de Sanassi Keïta. C'est le principal sujet au menu de ces discussions entre le président de la République, présidente en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique, et cette délégation de l'Union européenne conduite par Stefano Manservisi.
Pour ces projets énergétiques du continent appelés énergie renouvelable, l'Union européenne a décidé de dégager une enveloppe de 3 milliards d'euros. Un mécanisme de financement qui se poursuivra jusqu'en 2020. Vous savez qu'au niveau du COP21, les pays africains avaient demandé le financement de l'électricité. Parce que 700 millions d'Africains n'ont pas d'électricité. Ça veut dire que 7 Africains sur 10 n'ont pas d'électricité. Et mais si on prend l'Afrique au sud du Sahara, ça veut dire que 8 Africains sur 10 n'ont pas d'électricité. Nous avons donc estimé que si on veut que nos enfants n'aillent plus mourir dans la Méditerranée et qu'on résolve le problème de la jeunesse, parce que 70% de la population africaine a moins de 30 ans et c'est des jeunes qui ont fait des études parfois, même des doctorats. Donc si nous voulons donner du travail à la jeunesse, il faut qu'on ait l'électricité qui va nous permettre de transformer les matières premières et d'avoir des réseaux de donner du travail à nos jeunes. Donc, nous avons discuté avec l'Union européenne. L'Union africaine m'a désigné comme président coordinateur pour l'énergie. L'Union européenne nous a demandé si vous mettez en place une gouvernance, nous sommes prêts à respecter nos engagements, 3 milliards par an de 2016 à 2020. Donc, le directeur général est venu, puisque nous avons à Kigali, nous avons mis en place cette gouvernance, nous sommes venus pour que nous discutions, pour qu'enfin nous puissions faire l'opéralisation. C'est-à-dire concrètement, on a mis les structures en place, mais comment ces structures vont fonctionner? Et nous sommes très heureux parce que le sommet s'est terminé lundi et l'Union européenne est déjà là dimanche, donc en moins d'une semaine, l'Union européenne a réagi, ce qui montre que réellement cette fois ce ne sont pas des promesses en l'air, mais qu'effectivement l'Union européenne va nous accompagner. Après le sommet de l'Union africaine récemment tenu à Kigali, où les dirigeants africains ont encore affiché leur volonté de mettre au centre du développement du continent l'électricité, l'Union européenne réagit à travers son directeur général chargé de la coopération et du développement en l'envoyant tout de suite rencontrer le président en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique. J'étais heureux de pouvoir suivre très rapidement après les conclusions du sommet de Kigali pour lancer un message simple, c'est que l'Europe a compris très bien le message qui vient de l'Union africaine et est extrêmement engagée dans cette opération, une opération africaine, sous direction africaine, avec, je dirais pour la première fois, la possibilité que l'Afrique parle d'une seule voix dans cette matière qui est fondamentale, c'est l'énergie et c'est la base du développement. Donc j'étais très honoré de pouvoir avoir cette session de travail. Finalement, on est en train d'étudier ensemble comment opérationnaliser les décisions qui ont été prises au niveau de l'Union africaine pour faire en sorte que le partenariat Afrique-Europe en matière d'énergie, et en particulier d'énergie renouvelable, puisse se matérialiser en vue des engagements qu'on a pris, en vue des réunions à Marrakech, de la COP 22, et en vue des objectifs qu'on a entre nous. On s'est mis d'accord pour étudier ensemble un système qui nous permette d'avoir, disons, une gestion intégrée, africaine et européenne, de tous les fonds qui sont destinés au soutien à l'énergie en Afrique subsaharienne en particulier. Un système dans lequel le niveau politique puisse permettre de donner les orientations et prendre les décisions. Un système qui repose sur des connaissances techniques solides, donc avoir un comité technique d'experts qui puisse permettre non seulement d'identifier des noms, mais d'identifier des projets sur lesquels on puisse canaliser les financements européens et les financements aussi d'autres qui seront disponibles. Et ensuite un mécanisme qui, basé sur la BAD, puisse permettre une sorte de coordination de tous ceux qui peuvent investir dans ce processus à partir de l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne est en train de construire un instrument pour les investissements, en particulier en Afrique. C'est un peu sur la base de l'expérience européenne, ce qu'on peut offrir à nos partenaires pour mobiliser non seulement les investissements publics, mais aussi les investissements privés. Donc c'est non seulement un point de départ, mais je dirais que c'est un point sur lequel le travail qu'on a fait ensemble jusqu'à présent va prendre une vitesse supérieure, va se concrétiser dans un mécanisme commun africain et européen pour pouvoir avancer le plus rapidement possible dans l'identification des projets, leur financement et, plus important, la mise à disposition de l'électricité pour tous les citoyens africains. C'est dans l'esprit, si vous voulez, de ce partenariat sur lequel on travaillera sur plusieurs étapes, d'ici même le sommet Europe-Afrique qui aura lieu à Abidjan dans la deuxième moitié de l'année prochaine. Donc c'est un bon parcours, on continuera à travailler. Un grand merci au président Condé en tant que président de la Guinée, mais en tant aussi que porte-parole et représentant des pays africains et de l'Union africaine en matière d'énergie.
Ces projets de développement des énergies renouvelables en Afrique visent non seulement à électrifier l'Afrique, mais aussi et surtout à engager l'ensemble des nations africaines dans une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre, dans l'objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés Celsius. L'Union européenne finance les énergies renouvelables. Mais au niveau de l'Union africaine, nous avons décidé l'énergie mixte, c'est-à-dire si l'argent que nous donne l'Union européenne, c'est pour financer l'énergie renouvelable, c'est-à-dire les barrages, l'énergie solaire et éolienne, nous avons décidé que pour aller vite, parce que l'énergie ne va prendre du temps, les barrages ça prend du temps, donc nous allons faire en même temps le mix, c'est-à-dire les pays africains peuvent par eux-mêmes financer d'autres types d'énergie, par exemple le charbon ou bien le gaz, etc. C'est très clair que nous utiliserons l'énergie mixte, mais progressivement, nous allons remplacer les énergies, les autres par énergie renouvelable, parce que les autres énergies sont polluantes. Mais nous avons dit quelque chose aussi de précis. Nous allons faire l'énergie mixte, mais en utilisant les énergies les moins polluantes. Donc, c'est clair qu'il faut de l'énergie mixte dans un premier temps pour aller vite. Mais au fur et à mesure, on aura de l'énergie renouvelable, progressivement, on changera des autres énergies pour arriver un jour à l'énergie renouvelable. Tous les pays développés ont de l'énergie mixte. Donc, on ne peut pas empêcher l'Afrique d'avoir de l'énergie mixte. Mais avec l'Union européenne, l'accord, c'est qu'ils financent l'énergie renouvelable. Mais nous-mêmes, nous pouvons financer les autres énergies. Les énergies renouvelables, l'Afrique a un peu une occasion comme elle a saisi en matière de téléphonie mobile. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'arriver plus rapidement à un résultat, en sautant peut-être quelques passages d'infrastructures lourdes. Il faut trouver le bon équilibre, comme le président Condé a dit, entre ce qu'on peut faire localement, très rapidement, et ce qu'on peut faire de manière beaucoup plus importante en termes de gigawatts. Donc probablement c'est un parcours mixte. C'est un peu l'histoire de la voiture hybride aussi en Europe. Il faut y arriver par pas, mais l'objectif est de réduire les émissions de CO2, d'augmenter le quote-part des énergies renouvelables et de permettre en même temps que tout le monde ait accès à ça. Donc il y a une opportunité à saisir et nous sommes là pour y travailler ensemble. Sur la question de savoir l'intérêt de la Guinée dans ces projets de développement des énergies renouvelables en Afrique, le président Alpha Condé souligne. Il ne faut pas confondre mon rôle, ce n'est pas pour la Guinée, c'est pour l'Afrique. Donc je ne suis pas coordonnateur pour les projets guinéens, je suis coordonnateur pour tous les projets africains. Mais il est évident qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, sur le plan de l'Ouest, la Guinée a un grand rôle à jouer parce que nous avons 110 processus de barrage et nous sommes dans l'OMVS comme dans l'OMVG. Donc il est évident que les projets guinéens, qui sont en même temps des projets sous-régionaux, seront parmi les projets prioritaires, comme par exemple le barrage de Inga en Afrique centrale, par exemple, sera parmi les projets prioritaires. Donc cette initiative va nous permettre de développer rapidement nos énergies renouvelables, particulièrement les barrages, parce que ce sont des projets qui sont à la fois pour nous, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, etc. Donc ça va accélérer. Par exemple, nous avons Koukutamba, pour ce qui peut être dedans, nous avons le barrage de Soapiti, nous avons le barrage de Foumi, qui sont des barrages prioritaires parce que ce n'est pas seulement pour la Guinée, surtout c'est à la fois l'énergie et aussi l'agriculture. Donc ça va nous faciliter d'accélérer le développement de cette énergie renouvelable. Mais je ne me bats pas pour la Guinée, je me bats pour l'Afrique. C'est-à-dire autant je défends les barrages en Guinée, je défends les barrages au Congo, Kinshasa, etc. parce que je suis coordonnateur pour toute l'Afrique. Il faut que ça soit bien clair. L'autre question posée par la presse, c'est la date d'obtention de cette subvention qu'accorde l'Union européenne à l'Afrique. Sur ces sujets, le directeur général chargé de la coopération et du développement de l'Union européenne et le président en charge des énergies renouvelables rassurent. L'objectif est le plus rapidement possible. Ce plus rapidement possible, d'ailleurs, ne commence pas aujourd'hui, parce que vous savez bien que nous travaillons déjà ensemble avec les autorités de la Guinée, ici en Guinée, avec les autorités des autres pays, pour électrifier l'Afrique. On ne commence pas maintenant. Mais tout simplement, ce qu'on veut faire maintenant, c'est d'affronter de manière beaucoup plus focalisée les chiffres qui nous reviennent à la figure tous les jours, avec des centaines de millions de foyers qui restent exclus de l'électricité. Ce n'est pas une opération de bon cœur, c'est une opération de développement et de partenariat. Donc, si je vous dis à partir de la semaine prochaine, je vous dirai évidemment quelque chose qui n'est pas crédible. Ce que je veux dire, que non seulement à partir de la semaine prochaine, mais à partir d'aujourd'hui, mais à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est d'échanger de vitesse pour faire en sorte que de manière plus transparente, plus visible, on puisse faire en sorte que ce processus qui prendra du temps puisse être
perçu, vu et acquis par tous les Africains. Donc c'est un engagement, évidemment. Je ne peux pas être plus, mais je crois que en ces jours-ci, et notamment si le leadership très fort du président Condé arrivera à faire parler l'Afrique de ce voix, je crois que nous serons, en tant que partenaires, aussi poussés à être un peu plus efficaces. Donc c'est un travail qu'on va faire ensemble. Vous savez, beaucoup de mes collègues étaient sceptiques. Ils ont dit, mais là, on nous promet tout le temps de l'argent, on ne voit rien. Nous-mêmes, on a vu dans le cas de l'Ebola. Mais moi, j'avais la certitude que ça ne va pas être le cas. La preuve, le sommet de l'Union africaine, c'était en 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Et l'Union européenne est déjà là pour le présenter. C'est pour que concrètement, puisque nous avons créé la gouvernance, c'est-à-dire comment l'argent va être géré, ils sont venus tout de suite pour qu'on discute comment on va mettre ça en pratique. Donc, si une semaine après le sommet de Kigali, ils viennent, ça veut dire que nous sommes certains qu'on a les 3 milliards d'euros par an pendant 5 ans. Parce que sinon, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent maintenant, qu'on discute de présentation et nous allons envoyer des experts, nos experts à Bruxelles, discuter avec eux pour qu'à New York, on arrive. Parce que si nous arrivons à mettre en place une structure pour l'énergie et Union africaine Europe, nous allons pouvoir montrer ça comme modèle. Vous savez que les Américains ont lancé Power Africa depuis quelques années, mais jusqu'à présent, il n'y a pas $1 de dépensé. Donc si nous arrivons à être d'accord avec l'Europe pour le financement de l'énergie, ça va nous amener à pousser les Américains aussi, et les Canadiens et les autres à rentrer dedans. L'Union africaine m'a demandé d'écrire à la Chine et à l'Inde qui ne font pas partie des G8 pour qu'eux aussi participent. Donc moi, je suis une fois optimiste. J'ai beaucoup souffert pendant l'Ebola parce qu'on nous promettait beaucoup de sommes qu'on ne voyait pas, beaucoup d'argent était dépensé dans les hôtels, les billets d'avion et les perdiens. Mais je pense que cette fois, ce n'est pas le cas. Donc, je fais confiance à nos amis européens parce que le directeur général Souti est très engagé. N'oubliez pas qu'ils sont en train de financer l'interconnexion entre la Guinée et le Mali, puisque dans les barrages que nous sommes en train de faire, nous devons donner le courant au Mali. Déjà en Guinée, concrètement, ils ont commencé le financement, c'est l'interconnexion. Donc, je suis optimiste cette fois. Merci. Avec ces mécanismes de gestion des fonds mis en place par les dirigeants du continent pour le financement des énergies renouvelables, l'Union européenne compte ainsi réagir le plus vite que possible avant la COP22, prévue pour le mois de novembre 2016 à Marrakech, dans le royaume chérifien. Et puis, autre bonne nouvelle, bientôt la relance de l'usine de Fria. La nouvelle suscite de l'engouement chez les populations de Sombori. En témoigne l'accueil festif qu'elles ont organisé à la délégation, réservé donc à la délégation gouvernementale et de la compagnie Roussal venue pour un audit technique de la première usine d'alumine. L'occasion a été mise à profit pour saluer la diplomatie active du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Un commentaire signé de Aboubakar Kamara. Accablé, traumatisé et meurtri, mais Fria a survécu. La ville industrielle peut enfin exulter après 4 ans de traversée du désert. Au bord du Concouré, c'est la félicité. Le retour de Roussal pour l'audit technique de l'usine d'alumine sonne comme un changement de climat favorable aux populations. À la longue traversée provoquée par une succession d'irresponsabilités d'il y a quelques années, la diplomatie économique du chef de l'État permet d'entrevoir le printemps à Fria. En effet, la rencontre du professeur Alpha Condé avec Vladimir Poutine il y a un peu plus de mois à Saint-Pétersbourg a permis d'accélérer la mise en œuvre de la convention récemment signée entre la Guinée et le numéro 1 mondial de l'alumine, Roussal. La convention adoptée le 30 mai dernier par le Parlement a été promulguée 11 jours plus tard par le professeur Alpha Condé. Cette convention prévoit la relance de l'usine dès avril 2018 avec comme défi d'accroître sa capacité de production à plus d'1 million de tonnes par an. Depuis sa construction en 1957, Fria, la première usine d'alumine en Afrique, n'a guère dépassé les 650 000 tonnes par an. Le plan de relance actuel prévoit la réhabilitation et l'extension de la production. À sa fermeture, Fria comptait 1200 emplois directs, mais la vie d'au moins 100 000 personnes était directement liée au fonctionnement de cette unité industrielle. Aujourd'hui, sous le leadership du professeur Alpha Condé, l'avenir paraît plus brillant et plus beau à Fria, tout comme à Bokeh, où l'exploitation minière commence enfin à profiter aux communautés et au trésor public. Lors d'une de ses sorties publiques,
Le président Alpha Condé s'était engagé à soigner le mal guinéen à la racine, au lieu de colmater des brèches par l'usage de calmants comme remède. Eh bien, à Fria c'est fait. Des rampes solides sont posées pour un nouvel essor de la ville et de son usine. L'autre temps fort de cette édition, la cour d'assises de l'Abbé s'est ouverte ce lundi. 12 dossiers criminels seront examinés par les magistrats venus de la cour d'appel de Conakry. Pendant 2 semaines, les accusés seront entendus sur les faits de viol, d'assassinat, d'incendie volontaire et d'autres infractions. Sur place, à l'Abbé, voici le reportage de Tierno Younoussaba. Sur la table du président audiencier, des dossiers criminels. Dans ce procès, une trentaine de personnes sont poursuivies pour de graves accusations. Ils vont être entendus sur leur participation ou non dans la commission des crimes liés au viol, à l'assassinat, à l'incendie volontaire et autres infractions d'ordre criminel. Je voudrais donner ici l'assurance ferme que la Cour examinera avec la plus grande minutie les éléments à charge et à décharge qui seront produits et débattus publiquement devant elle. Le procès va durer 2 semaines. À l'Abbé, les audiences suscitent beaucoup d'espoir. Ce jugement va aider à rétablir les victimes à leurs droits, mais aussi supplier les accusés longtemps restés en prison sans jugement sur leur avenir. Dans la salle d'audience, les parties au procès promettent une justice équitable. Le barreau de Guinée salue l'organisation de ces assises à l'Abbé qui contribue à renforcer la justice des justiciables. Et puis, le ministère des Travaux publics multiplie les initiatives pour réparer les chaussées dégradées. Les techniciens utilisent une nouvelle technique avec des matériaux adaptés à la réparation des routes, même en saison de pluie. Nos reporters ont fait un zoom sur cette nouvelle technique d'entretien des routes. Suivez le reportage de Ansouman Toumanikama. En ce moment, de nombreux axes routiers en milieu urbain et en race campagne sont dégradés sous l'effet des fortes précipitations que connaît la Guinée. Pour soulager la population, l'État fait d'importants investissements chaque année pour réparer ces routes dégradées. Mais pour la plupart des cas, ces endroits réparés cèdent sous l'effet de la pluie. C'est le cas des travaux de bouchage des nids de poules sur la nationale Conakry-Kindia. Comme l'eau est là, c'est pour que ça enlève, c'est la pluie. Le ministère des Travaux publics, pour remédier à cette problématique, a fait appel à l'expertise extérieure à travers une nouvelle technique de pointe de réparation des chaussées dégradées au point à temps. Cette technique, avec ses équipements et ses matériaux adéquats, apporte la solution à l'équation réparer la route sous la pluie et obtenir un résultat de qualité et durable. Ce bitume stick anti-stick qui a une caractéristique spéciale. Cette caractéristique est qu'on peut travailler avec ce bitume. Aujourd'hui, entre 10 et 30 minutes, on peut libérer la circulation. Ainsi, nous avons une autre qualité de bitume. Ce bitume a des caractéristiques spéciales. On peut travailler même sous l'eau. On n'a pas besoin d'attendre, donc il peut durcir sous l'eau. 2 séances d'expérimentation de cette nouvelle technique de réparation des points à temps se sont montrées concluantes. Ses avantages sont la qualité, la rapidité et l'économie. Surtout dans les zones où on ne peut pas envoyer, on ne peut pas installer une centrale d'enrobage, les zones très éloignées, là elle est vraiment efficace, ça peut nous permettre d'avoir des coûts aussi un peu inférieurs. Parce que dans les travaux routiers, les frais d'installation, surtout l'installation d'une centrale d'enrobage est extrêmement coûteuse. C'est une ligne budgétaire très élevée dans la définition des coûts unitaires des marchés d'entretien routier. Et sur l'ensemble du territoire national, le ministère des Travaux publics et ses partenaires sont engagés à mettre en pratique cette nouvelle technique de réparation des chaussées dégradées. Une mise en pratique qui réduira la souffrance des usagers de la route et permettra à l'État de faire des économies significatives. Et puis l'actualité guinéenne encore en image en bref, et collision mortelle entre un train et une voiture hier dimanche à Bokeh. C'est un train de la compagnie des bauxites du Guinée, CBG, chargé de la distribution du carburant à la station de pompage de Batafon, Bokeh, qui est entré en collision
avec une voiture. Le bilan fait état de 4 morts, dont un bébé de 4 mois et 4 blessés graves. La voiture conduite par Ibrahima Camara avait à son bord 7 personnes d'une même famille en provenance d'un village pour la cérémonie de sacrifice. Le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale vient d'effectuer une mission dans les 4 régions naturelles du pays. Dr Mohamed Diané est allé s'inquérir des conditions de vie des hommes en uniforme, au même moment leur transmettre les messages de félicitations et d'encouragement du président de la République, commandant en chef des forces armées, Louis Auguste Leroy, commentaire. La tournée du messager du professeur Alpha Condé aura duré une semaine pleine. Elle aura comporté 4 étapes principales et davantage d'arrêts et de relais spontanés. Partout, des rassemblements dans les casernes. Partout, des visites chez l'habitant. Ici et là, des cérémonies, des prises de parole tantôt fortes et retentissantes, comme il convient de s'adresser aux hommes forts que sont les militaires, tantôt humbles et respectueuses, comme cela sied au vestibule des khalifes religieux et aux autorités morales. De cette tournée au pas de charge, le pied-à-pied serait fastidieux, le mot-à-mot torrentiel. Et pourtant, tout ce qui a été fait est important. Tout ce qui a été dit intéressant, instructif. Une semaine durant, le ministre d'État à la Défense nationale n'aura rien ménagé, ni de son temps, ni de son énergie, ni de ses aptitudes, pour transmettre le message du chef de l'État. Fidèlement, efficacement. Ce message pourrait tenir en une trilogie. Confiance en l'armée, en sa hiérarchie et en ses hommes. Engagement à doter nos casernes et nos soldats des équipements les meilleurs et des traitements des plus avantageux. Certitude que les relations civilo-militaires déjà rassérénées iront se renforçant dans la fraternité et la convivialité. Tout cela dans le cadre et au fil de la loi de programmation militaire que le docteur Mohamed Diané redynamise au lendemain de l'épidémie d'Ebola. Un commentaire signé de Louis Auguste Leroy. Le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel a tenu hier au stade cabinet Kouyaté à Matoto un grand meeting. Les militants et sympathisants du parti majoritaire étaient fortement mobilisés. Au menu de ce meeting, la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Vous suivrez le grand format de Tali Mané dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, le ministre d'État de la Sécurité et de la Protection civile informe les candidats pour le Hajj 2016 que dans la perspective de leur créer toutes les facilités pour la délivrance des documents de voyage biométriques, il est ouvert à leur intention au centre islamique de Donka, un service d'accueil à l'effet de les conduire dans les locaux de la direction centrale de la police de l'air et des frontières. Les candidats concernés doivent être munis de leur certificat d'aptitude médicale. Toutes les dispositions idoines sont également prises pour leur accorder la priorité dans le cadre de leur enrôlement allant du 25 juillet au 15 août 2016, signé Maître Abdul Kabele Kamara. L'actualité internationale, en bref, en image, commentée par Tchernan Ousmane Diallo. Tout d'abord, les négociations de paix en Syrie. Le gouvernement se dit prêt à poursuivre les négociations de paix sans conditions préalables. Suivez. Le gouvernement syrien se dit prêt à poursuivre les négociations de paix sans conditions préalables. Selon le ministère syrien des Affaires étrangères, l'objectif est de parvenir à une solution politique à la crise qui secoue le pays. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a récemment annoncé que les pourparlers reprendront au mois d'août prochain. En Afghanistan, 2 explosions ont fait 80 morts et 231 blessés. Un des kamikazes a fait exploser son appareil parmi des manifestants. La police aurait tiré et tué le deuxième. Le plus grand avion amphibie massif au monde vient d'être fabriqué en Chine. Les autorités annoncent qu'il sera utilisé pour lutter contre les feux de brousse. De nombreux observateurs y voient une étape importante dans l'industrie aéronautique du pays. Ouf de soulagement pour les athlètes russes. Le comité international olympique a annoncé hier après une réunion qu'ils pourront participer aux Jeux olympiques de Rio. Mais ils devront tout d'abord prouver qu'ils n'ont jamais été mêlés à une histoire de dopage. Récemment, un scandale de dopage a éclaté, impliquant plusieurs athlètes russes. Leur participation aux JO de Rio avait été sérieusement mise en doute.
Et puis sport toujours, le Sili national junior est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2017 en Zambie. Le Sili junior a battu son homologue de Gambie sur le score de 2-1 au stade du 28 septembre ici à Conakry au compte des éliminatoires de la CAN des U20 Zambie 2017. Ablaye Diallo, notre reporter, commentaire image. Après 21 ans d'absence à une phase finale de sa catégorie, le Sili junior revient sur le continent. Les poulains de Mandiou Diallo ont réussi cet exploit grâce à leur victoire de 2-1 contre les Scorpions juniors de la Gambie. Daouda Kamara prend le jeu à son compte et ouvre la marque. 1-0 pour la Guinée. Un score qui qualifie le Sili. Après la pause, le match gagne en intensité. Les entraîneurs procèdent à des changements. À la 68e minute, Daouda Kamara déborde sur le côté gauche et adresse un centre à Momo Yansani qui reprend le ballon de la tête pour le deuxième but. À 6 minutes de la fin, les Gambiens obtiennent un pénalty transformé par Ebri Mazob. 2-1, c'est le score final de cette rencontre. Le premier objectif est atteint, la qualification. Le deuxième objectif, on va se fixer, c'est pour aller vraiment en Coupe du Monde. Donc moi je pense bien que ce qui est fait cet après-midi, je vois cet engouement autour de cette formation. On a vu le public vraiment supporter cette formation du début jusqu'à la fin. J'avoue que cette équipe de Gambienne n'a pas démérité. Et le plus important, c'est la qualification. Et puis donc le Sili junior est qualifié pour la CAN 2017 en Zambie. Le sport encore avec la poursuite à Conakry de la 4e édition du tournoi Challenge de la zone 2 du Conseil supérieur des sports en Afrique. Et Ibrahima Souri Fofana nous fait le point de la situation sur la rencontre du dimanche et d'aujourd'hui. Hier, au compte de la deuxième journée du tournoi en série filles, dans la poule A, le Sili de Guinée n'a eu aucune difficulté pour venir à bout de la sélection marocaine, 42 buts à 18. Dans la poule B, le Sénégal a réussi à battre la Mauritanie, 53 buts à 18. La confrontation Guinée-Bissau-Cap-Vert a tourné à l'avantage du Cap-Vert, 49 buts à 11. En série masculine dans la poule A, le Mali, qui avait fait une défaite contre le Cap-Vert lors de sa première sortie, devait réagir devant la Gambie. Score final 31 buts à 22 pour le Mali. Le Sénégal de son côté s'est imposé devant la Sierra Leone, 49 buts à 19. La Guinée-Bissau a été battue par le Cap-Vert, 29 buts à 15. Toujours en série masculine, la Guinée a réussi à battre la Mauritanie, 42 buts à 21. Ce lundi, au programme de la 3e journée de la compétition en série dames, le Sili de Guinée bat la formation gambienne 46 buts à 18 dans une confrontation captivante. La Guinée-Bissau a été battue par le Mali 21-17. Les rencontres se poursuivent à nocturne, toujours dans le gymnase de la Fédération guinéenne de handball. Et bien, merci pour ce commentaire. Dans un instant, vous suivrez l'entretien que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a accordé au service de langue nationale de la RTG Coloma. Les projets de développement, d'électrification et autres ont été développés. L'intégralité de cet entretien juste après cette édition d'information. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.